Après la Deuxième Guerre mondiale, la planète est divisée en deux blocs. C'est le monde bipolaire, un bloc communiste autour de l'URSS et un bloc capitaliste autour des États-Unis. Les pays qui refusent de prendre parti, dès 1955, s'appellent les non-alignés. C'est aussi le tiers-monde. Dans le bloc occidental, c'est autour des États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, mais pas seulement. Et du côté du bloc de l'Est, autour de l'URSS, la Chine, la Corée du Nord, Cuba. En 1955, l'Indonésie, l'Égypte et l'Inde sont les leaders des non-alignés. Le monde bipolaire prend fin avec la chute de l'URSS, un événement qui bouleverse un équilibre mondial. À l'époque, une question domine. Par quoi ce monde bipolaire sera-t-il remplacé ? Une réponse est donnée en 1992 par un historien américain, Francis Fukuyama. Selon lui, la victoire du monde capitaliste signifie la fin de l'histoire. C'est un clin d'œil à la théorie marxiste qui postule qu'avec la victoire des prolétaires sur les capitalistes, et donc la fin de la lutte des classes, l'histoire, qui n'est qu'une succession des différentes luttes de différentes classes, prendrait fin. Fukuyama n'imagine pas un monde sans guerre, mais bien la fin d'une confrontation majeure entre deux idéologies. La vision du monde futur, selon Fukuyama, en caricaturant, revient à imaginer qu'un seul bloc capitaliste dominera le monde. On mangera tous McDonald's, boirons tous du Coca, nous meublerons tous Ikea, simplement parce que le capitalisme, en prouvant sa supériorité, s'imposera partout. Un des collègues de Fukuyama lui répond, c'est Samuel Huntington. Selon lui, Fukuyama se trompe, le monde futur ne sera pas monolithique, il sera multipolaire, c'est-à-dire composé de plusieurs pôles. Pour éviter la guerre, chacun doit rester dans sa sphère d'influence. Selon Huntington, le monde futur sera divisé entre différentes civilisations, définissant des sphères culturelles. Les futures guerres ne seront plus idéologiques ou politiques, mais culturelles. C'est le choc des civilisations. En s'appuyant sur des distinctions culturelles pour construire les différentes civilisations de sa théorie, Huntington se livre à un exercice compliqué et truffé de faiblesses. Quelques exemples. D'abord, une seule civilisation reprend une frontière confessionnelle, à savoir l'islam. Or, c'est une religion aussi divisée à l'interne que les autres, voire plus. L'Afrique subsaharienne, autre exemple, est un patchwork de cultures et de religions, mais elle devient une seule civilisation chez Huntington. Si la carte du choc des civilisations met en évidence beaucoup de conflits se trouvant sur les zones frontières, d'autres sont oubliés. Hélas, depuis cette théorie, le mot civilisation a investi les discours politiques, voire plus. En 2010, en France, la théorie du grand remplacement découle directement du choc des civilisations. Ce sont les attentats du 11 septembre 2001 qui vont donner au choc des civilisations une nouvelle dimension. Le gouvernement américain croit voir dans la théorie d'Huntington l'explication des attentats. Il serait le résultat d'une guerre de la civilisation islamique contre la civilisation occidentale. Le monde politique occidental bascule, le mot civilisation entre dans les discours politiques. L'islam est vu comme un monde prédateur et prêt à fondre sur l'Occident. Les États-Unis partent en guerre en Afghanistan, en Irak, et nul n'ose les contrer. Le choc des civilisations est une théorie politique née d'un exercice intellectuel. Cette théorie est pleine de faiblesses, comme elle recèle des observations très intéressantes. Prenons un exemple actuel. Huntington conditionne la paix au respect des sphères d'influence. Si on confronte cela aux deux anciens blocs, du côté occidental se trouve l'OTAN, une alliance militaire défensive. En 1991, lors de la chute de l'URSS et l'émergence de la Fédération de Russie, la civilisation orthodoxe remplace le bloc de l'Est. L'OTAN déclare alors ne pas vouloir s'élargir à l'Est, mais il intervient quand même au Kosovo en 1999 contre la Serbie, alliée des Russes. Dans le même temps, les anciens pays du glacis soviétique posent des candidatures pour adhérer à l'OTAN. Et ces candidatures sont acceptées entre 1999 et le début du XXe siècle. Lorsque l'Ukraine, à son tour, émet le projet d'adhérer à l'OTAN, ça fâche la Russie, et cela débouchera sur la guerre que nous connaissons aujourd'hui. Attention, une guerre a toujours de nombreuses et complexes explications.
La guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie en février 2022, n'échappe pas à cette règle. La confrontation des justifications russes de la guerre avec la théorie du choc des civilisations révèle quelques troublantes interprétations d'une théorie articulée 30 ans auparavant. Toutefois, sans donner d'explication simple. Des opérations militaires menées contre un État souverain sur son territoire s'appellent une guerre. L'Ukraine est un État souverain. Depuis 1991, aucune disposition du droit international interétatique ne saurait justifier une telle agression d'un État souverain envers un autre.